Ça vous parle l'image du hamster qui n'arrive plus à contrôler le rythme de sa roue, qui tourne de plus en plus vite? Et si nous arrêtions de nous faire mal un peu? Nul doute quant au fait que nous serions certainement plus heureux, plus efficaces et plus inspirants. Je suis Claire Lebleu, exploratrice des justes temps et créatrice de ce podcast, dans lequel je discute un jeudi sur deux avec des personnes engagées et épanouies, qui nous parlent de leur rapport au temps, de leurs expériences et motivations à vivre des rythmes vertueux et plus respectueux, pour elles, mais aussi pour nous tous. Ce podcast, c'est un peu ma thérapie bienveillante pour prendre du recul, me recharger en énergie et repartir dans la bonne direction, et pour longtemps cette fois-ci. J'avais envie de vous le partager pour notre bien-être à tous. Merci infiniment à Monica pour sa musique. Cet épisode fait suite à l'épisode 6, dans lequel je donnais la parole à Pierre-Moniz Barreto, porte-parole du Slow Business en France. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire. Lorsque l'on sait que l'on passe plus de 80 000 heures de sa vie à travailler, il serait aussi dommage que le travail ne soit pas un moyen de se réaliser, de se sentir utile à la société, bref, de nous faire avancer individuellement et collectivement. Peut-être que mon éducation m'a permis de croire en cela. Malgré tout, mes expériences professionnelles n'ont pas toujours été vécues comme telles. Le travail doit-il être perçu comme un pinceau ou comme un levier d'épanouissement utile à tous? Quel regard portent les différentes générations sur la valeur du travail et la place du travail dans notre société? Et donnons-nous envie aux jeunes générations de travailler? Et si demain nous gagnions tous au loto, sur le long terme, que ferions-nous de tout ce temps libre? Le passerions-nous à profiter de notre hamac ou ferions-nous quelque chose de notre temps libre qui soit utile à la société? Et qu'en pense mon invité du jour, Wilfried Lupano, scénariste de bande dessinée et de films. Bonjour Wilfried. Bonjour. Le métier de scénariste, comment est-ce que ça t'est venu? Est-ce que c'était tout de suite une vocation et est-ce que ton travail actuel t'épanouit? Et pourquoi? Non, c'est pas une vocation professionnelle. Ça m'est même venu assez tard puisque la première fois qu'on m'a proposé d'écrire un scénario de bande dessinée, j'avais 28 ans. C'est des amis dessinateurs que j'avais rencontrés totalement par hasard qui, ayant appris que j'aimais écrire, que j'avais écrit des scénarios pour du jeu de rôle, des choses comme ça, m'ont demandé de les aider sur un scénario de bande dessinée. Voilà, comme ils savaient que j'étais à la fois lecteur de bande dessinée et que j'aimais bien écrire, ils se sont dit, bah tiens, tu vas nous aider parce que nous, on sait que dessiner. L'idée m'a plu, j'ai fait mon premier scénario comme ça. Ça a plu à des éditeurs. Je me suis retrouvé scénariste de bande dessinée un petit peu par accident, quoi. Mais sauf qu'à cette époque-là, j'avais un travail, je tenais des bars. Enfin, donc je tenais un bar à ce moment-là, puis j'en ai tenu d'autres par la suite. Et donc, en fait, ça m'a pas tout de suite paru comme étant, enfin, j'ai pas tout plaqué pour partir faire ça, quoi, parce que d'abord le modèle économique d'un auteur, c'est quand même très très particulier, hein, et c'est très peu de, on gagne assez mal sa vie dans ce truc-là. Donc, en fait, j'ai fait pendant plusieurs années, j'ai fait ça comme un truc un peu en dilettante, vraiment pour le plaisir, en fait, sans me dire, tiens, je vais me lancer complètement. Et je me suis lancé véritablement en tout 7 ans plus tard, je crois, quelque chose comme ça. Donc en 2006, je crois bien, où j'ai arrêté toute autre activité pour ne faire que ça. D'où te vient cette inspiration? Est-ce que ça a été un petit peu une influence de l'éducation que tu as reçue ou Ça vient de l'expérience, je dirais, plus que de l'éducation, parce que j'ai pas reçu énormément d'éducation, en ce sens où j'ai été élevé par ma mère seule, qui travaillait énormément pour subvenir à nos besoins, à mon frère et à moi. Donc on s'est un petit peu fait tout seul sur plein de points, sans minimiser son rôle à elle, qui a été énorme, hein, mais c'était plus de l'éducation par l'exemple, vous voyez, que par... c'était pas un cours magistral de politique, quoi. Mais c'est plus justement par le fait que j'ai commencé assez tôt dans la vie active. J'ai commencé vers 16 ans à avoir besoin de bosser, de rentrer un peu d'argent, etc. Donc en fait, j'ai fait plein de boulots différents, dans plein de conditions différentes. Et je pense que pour un scénariste, c'est pas mal
d'avoir un petit peu vécu la vraie vie, quoi, d'avoir fait des vrais tafs, y compris des trucs très pénibles, y compris pour des patrons très cons, pour pouvoir ensuite avoir des choses à raconter, quoi. Et, même si ce qu'on raconte ensuite, c'est très éloigné de ça. Mais les rapports humains, les logiques politiques qui sont à l'œuvre, même dans la boulangerie du coin de la rue, elles sont à l'œuvre au plus haut sommet de l'État aussi, parfois, c'est les mêmes. Donc c'est intéressant de les avoir expérimentés soi-même, quoi, dans sa chair. Parfois, un peu de recul, un peu de bouteille, un peu d'expérience, un peu de vécu, c'est pas mal aussi. On aime beaucoup vraiment Le Loup en slip pour différentes raisons. Déjà, un grand merci pour l'univers graphique qui est proposé. C'est vraiment un univers où on aime se projeter, regarder et re-regarder. Vraiment, je trouve que dans Le Loup en slip, on est complètement absorbé aussi par cet univers et on a envie d'y aller. Cette cité, justement, forêt, je verrais bien ça demain pour une vie. Si on devait effectivement réécrire un petit peu la vie qu'on voudrait demain, voilà, on a vraiment envie de s'y projeter. Et les personnages aussi, je trouve, sont fantastiques parce que, quelque part, on retrouve un petit peu dans chacun des personnages du vécu, des personnes que l'on connaît ou auxquelles on s'identifie. Et enfin, bien sûr, les dialogues et les thèmes abordés qui, sous couvert de légèreté, abordent des sujets qui sont très sérieux et en les mettant en plus à la hauteur aussi d'un jeune public. Donc un grand merci. Bah, de rien, c'est un bon résumé de ce qu'on essaie de faire, donc on est content de voir que ça se voit. Comment c'est parti tout ça, ce projet du Loup en slip? C'est parti de la bande dessinée Les Vieux Fourneaux, dans laquelle j'ai donné comme nom à un théâtre itinérant. Donc dans la bande dessinée, il y a une jeune fille qui tient un théâtre de marionnettes itinérant qu'elle a repris de sa grand-mère, qui était donc l'activité professionnelle de sa grand-mère. Et ce théâtre, je l'ai appelé le théâtre du loup en slip. Et j'ai fait ça en clin d'œil un peu au travail de ma compagne d'alors, Mayana Itois, donc qui est la dessinatrice du Loup en slip, qui à l'époque avait dessiné, enfin avait fait des tableaux, des toiles pour la chambre de notre premier enfant, qui représentait justement un loup en slip et qui avait des chaussettes d'ailleurs à l'époque aussi, parce que il avait peur du loup Oui. et que on sait bien que quand on imagine notre pire ennemi en slip, c'est bien connu, il fait tout de suite beaucoup moins peur. Voilà. Donc en fait, j'avais donné ce nom à ce théâtre de marionnettes comme ça, comme un clin d'œil en fait. Et comme on avait beaucoup de... Bon, la série des Vieux Fourneaux a très bien marché, on a eu beaucoup de lecteurs tout de suite, et on avait beaucoup de retours là-dessus, de gens qui trouvaient que c'était super, ce théâtre du loup en slip. Et donc moi, je me sentais évidemment un petit le voleur de l'histoire, parce que forcément, c'était pas un personnage que j'avais inventé. Et donc on a discuté avec Dargaud à cette époque-là, et on s'est dit tous ensemble, Dargaud, donc notre éditeur, et on s'est dit, est-ce qu'on ferait pas une série pour les enfants qui garderait l'esprit des Vieux Fourneaux, c'est-à-dire aborder des thèmes politiques par l'humour, mais à la différence des Vieux Fourneaux, c'est que vraiment on ferait tout ce qu'on peut pour amener ces thématiques politiques dans un champ de compréhension accessible aux enfants, mais aussi en n'excluant pas les parents, c'est-à-dire on voulait vraiment faire des livres pour cet âge qui est très élastique, cette tranche d'âge qui est très élastique, où on prend plaisir à lire à plusieurs, et où on lit avec ses parents, son grand frère, ses grands-parents, ou parfois dans la littérature pour les petits, le petit est le seul à prendre du plaisir. Enfin, nous, on avait vécu ça de manière assez forte avec notre premier enfant, où il pouvait jeter son dévolu de manière souvent hyper mystérieuse sur un livre qu'il faut lire tous les soirs, et ça peut vite devenir une espèce d'enfer pour les parents. On se dit ah non, pas celui-là, pitié. Parce que il y a rien à manger intellectuellement pour nous quoi dans ce bouquin-là quoi. Voilà, donc le loup en slip, c'est vraiment parti comme ça d'une expérience que Dargaud n'avait jamais fait.
Et ils nous ont dit, bah oui, tentons ça, pourquoi pas, la fleur au fusil. Ça s'est lancé comme ça, avec ce cahier des charges-là, quoi. Parlons du tome 4. Déjà, rien que le titre, il Ouais, est génial. Le loup en slip n'en fiche pas une. Bam! ouais, Ça plante le ouais, décor. Alors, ouais, on va, on va rappeler un petit peu de quoi ça parle. Donc là, on retrouve notre compère avec son joli petit slip à rayures rouge et blanc qui va s'acheter un petit boboon sur le marché ouais, et puis qui paye son boboon avec des sous. Et là, effectivement, arrive le grand scandale. Comment ça se fait que le loup a des sous puisqu'il ne travaille pas et que c'est une grosse feignasse? ouais. Et arrive la brigade anti-loup qui va mener son enquête pendant que notre pauvre compère est sous les verrous. Alors déjà, bravo pour le thème choisi. Je repose ma question, hein. Pourquoi ce thème qui, je trouve, tellement d'actualité? Bah pour cette raison-là, c'est-à-dire qu'il me semblait que on pouvait faire un chouette ouvrage avec toutes les implications et les enjeux qui concernent la notion de travail, dont on, on rabat les oreilles aux enfants assez tôt de tous ces thèmes-là, avec énormément de mythes sur ces prétendues vertus et sur la nécessité d'y consacrer sa vie et Mais le de- travail, ce n'est pas fait pour s'épanouir. Le travail, c'est fait parce que c'est une obligation. Il faut s'y préparer mentalement. ouais, C'est ouais, comme ça. il faut bien gagner sa Il faut bien vie, ce gagner genre sa de vie. phrase. Et effectivement, Ça donne envie. c'est une phrase d'enfant que j'ai reprise un petit peu sous une autre forme, mais quand on dit à un enfant qu'il faut gagner sa vie, il ne comprend pas cette phrase la plupart du temps, puisque la réponse naturelle, c'est de dire mais je l'ai déjà, qu'est-ce que je suis censé gagner? Et la phrase n'a pas énormément de sens. Et donc on est obligé de l'expliquer. Euh, J'avais eu envie de parler de ce thème aussi parce que j'avais eu, euh, quand mon fils aîné était plus jeune, plusieurs de ses copains qui n'étaient pas vraiment capables d'expliquer le métier de leurs parents. Quand ils venaient à la maison et que je posais des questions sur qu'est-ce qu'ils font papa et maman, j'avais des réponses parfois extrêmement cheloues où en fait, même après plusieurs tentatives, j'arrivais toujours pas à savoir ce que faisaient papa et maman. Et ça, c'est pour une bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, il y a des métiers qui sont pas accessibles à la compréhension d'un enfant. Donc ça m'intéressait aussi de la représentation que pouvaient avoir des enfants finalement de ce truc qui leur prend leurs parents toute la journée. Leurs parents partent travailler dans un bureau quelque part et beaucoup quoi. Genre rentrent tard le soir, partent tôt le matin, etc. Ça rapporte beaucoup d'argent. Ça permet d'aller en vacances au ski, etc. Mais enfin, concrètement, au quotidien, je veux dire, ils voient quand même pas beaucoup leurs parents, parfois, et sans comprendre véritablement ce qu'ils foutent. Donc tout ça, moi, ça m'intéressait beaucoup. Et donc toutes les notions de travail volontaire, etc. Euh, voilà, j'ai deux amies femmes aussi euh, qui ont fait le choix dans la vie de rester au RSA. Euh, et ces deux personnes, ce sont deux personnes qui, pour moi, ont des agendas de ministres, quoi. Je connais personne qui travaille autant que, que ces deux personnes, mais sans quasiment jamais rien faire de rentable financièrement. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont impliquées dans énormément d'activités, dans énormément d'associations, elles s'occupent d'énormément de trucs. Voilà, bon, il y a, Elles se sentent c'est la utiles somme, à la société? bien sûr, elles se sentent utiles à la société et elles trouvent que le RSA est
vraiment maigre compensation au regard de ce qu'elles produisent, quoi. Et on est là à la croisée des thèmes sur revenu universel, etc., Bien sûr. etc. Et la question que tu évoquais tout à l'heure, que ferions-nous de nos journées si la question du toit et du frigo était résolue, quoi. Est-ce qu'on irait quand même, voilà, voilà. Cette réflexion m'était aussi venue d'une conversation avec un sociologue sur sur une table ronde que j'avais fait avec lui, parce qu'il est spécialisé sur le troisième âge et que je fais souvent maintenant des trucs comme ça parce que je suis devenu une sorte de spécialiste des vieux à cause des vieux fourneaux. Je Bah suis oui, maintenant, Mimi, le Pierre, voilà, je suis maintenant ils font devenu une sorte partie de de notre vie, vieux collègue, nos petits un râleurs auteur, préférés. ouais. Et, euh, et du coup, ce sociologue qui s'appelle Serge Guérin, il mentionnait la part totalement indispensable du travail des non rémunérés des personnes âgées aujourd'hui dans la société, avec des chiffres très très précis. Donc lui, il citait les millions d'heures de garde d'enfants non rémunérés que se tapent les grands-parents dans un pays comme la France. Il citait les millions d'heures d'activité dans les associations non rémunérés, bénévoles, que se tapent les personnes âgées en France, etc. Montrer qu'en fait, sans toute cette masse de travail non rémunéré, un pays comme la France ne peut pas s'en sortir. Toutes les associations ferment, les gens peuvent plus travailler parce que les enfants sont pas gardés, parce que ça coûterait trop cher de faire la même chose avec de la garde d'enfants, etc. Donc en fait, il montrait de manière très simple et implacable que sans tout ce travail non rémunéré des personnes âgées, le système capote. Euh, Dès lors, qu'est-ce que ça signifie un travail bénévole, rémunéré? Est-ce que c'est vraiment payé à la hauteur de ce que ça vaut? Enfin, toutes ces questions, quoi. Voilà, qui me semblaient être accessibles à des enfants si on leur pose les problèmes correctement. Enfin, voilà. Charlotte trouvait ça injuste, ma fille, que le loup finisse en prison alors que justement il rendait beaucoup de services à la société. Ouais, bah oui, oui, oui. Mais c'est par exemple le cas aujourd'hui en France. Le, la, le volume d'action qui est mis en place pour lutter contre la fraude sociale, c'est-à-dire les gens qui devraient pas toucher le RSA et qui le touchent, etc., versus ce qui est mis en place pour lutter contre la fraude fiscale, euh, on imagine que la fraude la fraude sociale, c'est-à-dire Mm. la fraude aux allocs, la fraude au RSA et ce genre de trucs et au chômage, euh, je crois que c'est de l'ordre de 1 milliard ou 2 milliards en France chaque année, versus la fraude fiscale, c'est 100 milliards à Est-ce peu qu'on est près. sur les bons combats? Oui. Mm. On s'acharne à montrer qu'il y a des types qui devraient pas toucher le RSA et qui le touchent. Ce qui est en plus faux, les chiffres montrent que c'est l'inverse. Il y a à peu près 25% des gens en France qui pourraient prétendre au RSA qui ne le demandent pas. Donc il n'y a que 75% des gens qui y auraient droit qui le demandent. Beaucoup voilà, ne le prennent pas. Donc en réalité, il y a, l'État fait même une économie là-dessus. Donc, ce qui est assez fou, c'est qu'on aille emmerder ceux qui le touchent. Bon, bref, effectivement, oui, c'est une forme d'injustice, et donc cette forme d'injustice, effectivement, on la retrouve dans le livre. On va emmerder le loup parce qu'il a 2 sous dans sa poche. Finalement, c'est ça, quoi. Le mec a 2 sous dans sa poche, oui, il n'a pas une fortune, il n'a pas un château, et il a 2 sous dans sa poche, et tout à coup, il y a quand même énormément de gens, des flics, etc., pour venir dire, et surtout donc une presse qui enclenche tout de suite la Gazette de la Forêt, etc., pour dire oh là là, Bien. scandale, c'est vraiment abusé, il a sûrement volé cet argent, il ne le mérite pas, etc., etc. Voilà, il Qui n'y a vient pas besoin faire d'aller chercher les enfler exemples très loin. la rumeur. Ouais, exactement.
Non, mais c'est une mini bombe, politique, hein, ce ce loup en slip, n'en fiche pas une, mine de rien. Et puis qui aborde, effectivement des modèles, alternatifs et heu et effectivement, je suis d'accord sur le fait que c'est une BD qui s'adresse à un public, de 7 à 77 ans. Je dirais même, peut-être même en dessous de 7 ans. Oui, Pour oui, commencer, voilà, franchement les nous, enfants, on pense que vraiment dès ouais, 4-5 c'est ans, ça, 4-5 il y ans a des enfants, on sait qu'il y a des enfants qui adorent euh, le, et qui comprennent ouais, qui comprennent. et qui discutent. Et là, on a fait l'exercice, le petit jeu, j'ai proposé à mes parents, et à mon mari, qu'on se pose ensemble avec, mes enfants et qu'on relise, cette BD. Et je voulais un petit peu, croiser les différents, regards et bah, c'est toujours très intéressant. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'effectivement, ça questionne vraiment sur, la valeur de l'argent et la valeur d'un service, rendu, à la société, le travail, aussi, aveugle, hein, qu'on voit pas forcément, des personnes, qui sont dans l'ombre et qui rendent d'énormes services à la société, comme tu le soulignais. Il y a pas mal de personnes, je pense aujourd'hui, qui se disent: «OK, moi, j'en peux plus de cette vie, où, effectivement, je ne fais que bosser, m'épuiser à travailler, j'en peux plus, je vois pas mes enfants, je profite même pas de la vie, je gagne ma vie, mais en fait, j'en profite pas». J'en profite pas, je deviens frustrée parce qu'en plus, je me demande aussi à quoi je sers et je suis plus trop raccord avec, avec les valeurs, de la boîte, qui me donne de l'argent et qui ont quand même qui ont vraiment cette envie et en tout cas les motivations, les raisons de vouloir changer, mais qui n'arrivent pas à le faire parce qu'ils ils peuvent se sentir coincés plus, on va dire, financièrement. Parce qu'aujourd'hui aussi clairement, les jobs, beaucoup de jobs qui rémunèrent, davantage, sont pas forcément, ceux qui ont un réel, impact, positif, on va dire, sur la société. Ah Voilà. oui, oui, c'est même souvent le contraire. Mais c'est fou! Cette notion du travail, mais il y a un économiste, comment s'appelle-t-il déjà, qui a fait un petit livre là-dessus. Je te le retrouverai pour le. Mais il parle justement de cette hypocrisie fondatrice du monde, du milieu capitaliste, enfin du système capitaliste, qui d'un côté glorifie le travail comme l'alpha et l'oméga d'une vie, comme l'important c'est ça dans la vie, c'est ce travail qui t'épanouit. On Et de retrouve notre l'autre petit côté, écureuil. voilà, et de l'autre côté, qui n'arrive pas à dépasser le paradoxe suivant, c'est que ce sont les métiers les plus intéressants et qui apportent le plus de privilèges qui paradoxalement sont les mieux payés, alors que les métiers les plus difficiles, les plus pénibles et les plus avilissants qui sont les moins payés. Or, si on respectait cette fameuse logique capitaliste de la glorification du travail pour le bien de la société, etc., alors il est très clair qu'un éboueur qui a un travail absolument nécessaire, pénible, avec des conditions de travail épouvantables, etc., devrait gagner sa vie 1000 fois mieux que moi, qui suis là dans mon chez moi tranquille à écrire mes histoires de loup en slip. Et pourtant c'est pas le cas. Enfin, ça peut ne pas être le cas. En tout cas, il y a aucune chance que lui, à un moment donné, il puisse gagner autant d'argent que moi je peux en gagner si à un moment donné je fais une série qui marche. Quoi. C'est ça le paradoxe absolu du capitalisme sur la valeur travail. Hein. Il y en a d'autres des paradoxes, mais sur la valeur travail, il y a celui-là, quoi. Est-ce que tu es un optimiste dans la vie? Je dirais pas ça, non. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais quasiment plus que des bouquins avec de l'humour dedans. J'ai besoin de cet outil de la dérision pour dépasser mon pessimisme profond. Mmh. Mais en tout cas, enfin, je pense que vraiment en faisant, ces BD, merci beaucoup parce que vous insufflez, tous les 3 un vent d'espoir et puis des messages, très forts à une jeune génération, qui, on le voit de toute façon déjà aujourd'hui, hein, la jeune génération qui arrive, sur le marché du travail,
pas forcément envie aujourd'hui de s'inspirer du modèle de leurs parents. Les enfants qui sont nés ces dernières années, là, on va dire ces 10 dernières années, on estime que à peu près 80% des emplois qu'ils occuperont n'existent même pas à l'heure actuelle. Mmh. Et, et ça, en 2 générations, on est passé d'un modèle où un enfant avait la quasi-certitude de reprendre, de marcher dans les pas de ses parents, ce qui était le cas de la génération de mes parents à moi, par exemple. La génération de mes parents à moi, bien souvent, dans 80% des cas, on reprenait le commerce ou l'activité des parents derrière, et puis la vie, elle était comme ça, c'était simple. Et on est passé à l'inverse, c'est-à-dire que ça ne va plus être que dans 20% des cas. Et dans 80% des cas, les métiers qu'ils vont faire n'existent même pas encore aujourd'hui. Donc on n'est même pas capable de leur parler de ce qu'ils pourraient faire plus tard, parce que des nouveaux métiers s'inventent tout le temps. Mais il y a encore 10 ans, le simple fait d'être influenceur ou youtubeur ou non, enfin, mais il y a énormément d'exemples. Il y a celui-là qui me vient, mais euh, donc en fait, on peut juste leur donner des armes, mais en fait pour grandir, mais ils sont face, enfin on est face, on sera à côté d'eux, mais il y a quand même un grand inconnu devant nous, quoi, qui est que ça va être un monde quand même très très largement débarrassé d'énormément d'aspects du travail pénible et du travail tout court, de ce qu'on appelle aujourd'hui du travail. Par contre, ça va être un monde dans lequel il va y avoir 1000 activités à faire, euh, lesquelles seront monétisables, capitalisables, essentielles, non essentielles, tout ça, mystère. Hein. Le loup en slip n'en fiche pas une faisait vraiment beaucoup écho à beaucoup de réflexions que je me faisais un petit peu dans mon coin ou en discutant avec d'autres, en observant des choses. Et je me disais, mais ce serait génial de pouvoir organiser dans des écoles, le jour où ce sera de nouveau possible, des pièces de théâtre où les enfants, justement, joueraient cette pièce, le loup en slip. J'imaginais une fête de l'école avec, justement, ensuite, les parents qui viendraient voir les enfants. Ça permettrait vraiment de créer un dialogue et de changer, une fois de plus, le regard sur le monde du travail et sur la valeur. Moi, je me rappelle avoir fait, il y a des années de ça, j'avais fait une intervention dans une prison pour mineurs. Et dans cette prison pour mineurs, à la fin de l'échange, il y avait une espèce de moment comme ça un peu informel autour d'une espèce d'apéro sans alcool avec des cakes et du banga. Il y avait les éducateurs, quelques matons qui étaient là et puis évidemment les gamins. Et un des gamins m'avait pris un peu à part, etc., pour me parler 5 minutes et il m'avait dit, vous êtes la première personne que je rencontre qui fait quelque chose. Alors ça m'avait déstabilisé parce que j'avais pas compris ce qu'il voulait dire. Mmh. Donc je lui avais dit mais comment ça qui fait quelque chose et ben donc il savait pas trop comment le dire autrement donc il l'avait répété, il m'avait dit bah vous faites quelque chose, vous faites un truc quoi et vous avez un métier et ben je lui dis mais je comprends pas enfin tes parents par exemple dans ton entourage etc. Et il m'avait dit ah non non moi dans mon entourage, personne n'a jamais travaillé. Et je lui avais dit, ok, mais là, par exemple, à la prison, enfin, tu vois, il y a les, il y a les surveillants, il y a, tu vois. Et il m'avait dit, oui, non, mais ça, c'est pas pareil. Ça, c'est des boulots. Mais vous faites un truc. Et donc, j'ai fini par comprendre ce qu'il voulait dire, évidemment. C'est que c'était la première fois qu'il rencontrait quelqu'un qui était enthousiaste de son activité, qui en parlait, qui essayait de la partager, parce que c'était ça, vous voyez, il y avait tout un échange sur qu'est-ce que c'était que mon métier de scénariste, de bande dessinée, etc., etc., comment je m'étais retrouvé là, blablabla.
Et en fait, je m'étais rendu compte que ce gamin qui avait donc 15 ans, quelque chose comme ça, et qui était en tôle, Ouais. faut pas avoir chômé pour être en tôle à 15 ans en France, hein, parce avant la prison, il y a quand même pas mal d'étapes, etc. Donc c'est en général pas des gamins qui sont allés doucement, quoi. Mm. Mais, mais quand même, je me disais, comment c'est possible qu'à 15 ans, il n'ait jamais rencontré sur son parcours quelqu'un qui lui donne envie, qui dise, tiens, ce que fait ce mec-là, ça me plaît, ça, c'est un truc, ça a l'air cool, ça me plairait, ça donne envie, etc. Le mec n'a jamais rencontré, j'en sais rien, un boulanger qui aime son taf ou je sais pas, un charpentier, enfin, j'en sais rien. Jamais sur son parcours, il a été confronté à ça. Et ben moi, j'avais trouvé ça complètement fou. 15 ans, les 15 premières années de sa vie, sans que jamais rien lui donne envie. Ça m'avait vraiment questionné justement sur ce modèle qu'on renvoie aux jeunes et sur la façon dont on peut en laisser certains. On peut laisser comme ça en vase clos des enfants se développer dans un univers totalement imperméable à la notion d'épanouissement au travail. Du travail, soit il n'y en a pas, soit il est à la con. Et il est chiant, avilissant, et il sert qu'à remplir le frigo, des métiers difficiles et pénibles, quoi. Alors que tous les modèles montrent aux jeunes aujourd'hui que c'est pas en travaillant dur que tu deviens richissime. N'importe quel youtubeur qui n'existait pas il y a 2 ans et qui est multimillionnaire aujourd'hui montre le contraire. Billie Eilish montre le contraire, etc., etc. Il voit bien qu'en fait, le dernier truc à faire, mais vraiment le dernier truc à faire pour devenir riche dans la vie, c'est vraiment travailler, quoi. C'est vraiment la pire option, quoi. Donc, voilà, c'est le modèle capitaliste. Alors moi, j'ai envie de te poser 2 autres questions pour terminer Vas-y. notre échange. Pour toi, quelle serait ta définition de la décélération positive? Ah oui, j'aurais dû y réfléchir, ça. Et est-ce que tu penses qu'on peut justement décélérer positivement de façon collective? Non, je suis intimement convaincu que c'est impossible. Je pense que ça ne peut venir que d'une volonté politique forte et par des interdictions, en fait. Je suis absolument pas. Je me bats complètement contre cette idée. En fait, je suis persuadé que le capitalisme ne peut pas se réformer tout seul. Le capitalisme ne peut pas s'autoréguler, c'est impossible. Il est basé sur il est basé sur la sollicitation de nos instincts les plus bas, de possession, de gourmandise, d'avidité, etc. C'est son moteur. Et pourtant, on se rend bien compte que c'est pas comme ça qu'on est heureux. Non, on s'en rend pas compte et puis surtout on n'est pas les seuls. Il y a énormément de pays. Ça fait un siècle qu'ils courent après ce fameux bonheur de pouvoir consommer. Et au moment où certains d'entre eux commencent à y arriver, on leur dit oui, oui. Alors en fait, finalement, c'était une connerie ce truc de la consommation. Faut pas y aller. Et donc, on commence à vouloir imposer nous, les méga pollueurs qui avons défoncé la planète, on commence à vouloir imposer des normes de consommation hallucinantes à l'Afrique, à certains pays émergents en Asie ou en Amérique du Sud. Enfin, c'est l'hallucination la plus totale. Non, moi, je crois pas du tout à un modèle d'autorégulation du capitalisme. J'y crois pas du tout. Je ne vois pas comment ça peut s'améliorer autrement que par des interdictions fortes et donc une sortie du système capitaliste, en tout cas néolibéral, puisque le marché est roi dans le néolibéralisme et on n'entrave jamais le marché. Mmh. Voilà. Ouais. Pourtant, c'est assez violent parce que même comme tu disais, quand tu as eu cette discussion avec ce jeune, qui comprenait pas, vraiment, qui découvrait qu'en fait on pouvait,
avoir un travail épanouissant et utile, quelque part, c'est ça aussi, c'est peut-être aussi, une décélération positive à partir du moment où elle est comprise. Elle aura peut-être plus d'impact et elle sera peut-être plus durable que si elle est, imposée, pas comprise, et qu'elle génère, des frustrations. Oui, oui, c'est une certitude, mais en même temps, par rapport à la masse totalement colossale des gens qui ne sont pas du tout dans une logique de décélération, Mmh. de, de préoccupation écologique, etc., mais qui sont véritablement dans une logique de survie quotidienne, Mmh. d'acheter des produits à bas coût parce qu'ils n'ont pas d'argent Mmh. et que le système leur propose ces fameux produits à bas coût qui sont épouvantables en termes de qualité, en termes de production, en termes de conditions sociales de ceux qui les produisent, en termes de pollution pour la planète, en termes d'énergie, etc., De etc. santé, ouais. Épouvantables sur tous les points à long terme, mais qui à court terme résolvent les problèmes qui sont posés, c'est-à-dire que j'ai un slip à 1 € et ça tombe bien parce que j'ai 1 € pour m'acheter un slip. Euh, Tant que ce système permet ça, effectivement, la petite catégorie de gens qui peuvent se permettre de s'arrêter et de réfléchir sur tout ça et qui, eux, font des efforts, etc., c'est formidable, j'essaie d'en faire aussi, etc. Mais enfin, on ne pèse rien par rapport à la masse des gens qui ne peuvent pas se payer le luxe, ne serait-ce que d'avoir cette réflexion. Sortons du slip et allons dans la couche culotte, par exemple. Ouais. Euh, le, le marché de la couche culotte, tu vois. Donc, moi, mon enfant le plus âgé, il a 14 ans. Ouais. Donc, en fait, quand il est né, on a commencé à. C'était totalement impossible de trouver des couches biodégradables, etc., sauf sur Internet, ça valait un bras, Mmh. etc., etc. Bon, aujourd'hui, des couches biodégradables, on sait en fabriquer. On sait aussi que les couches non biodégradables, ça reste 400 ans dans la nature, c'est épouvantable, etc. Mais le libéralisme dit on va faire les deux et les gens auront le choix et on va les informer Mmh. et on va les sensibiliser. Et en fait, il n'y a aucune chance que ça marche. Enfin, je veux dire, ça va marcher au bout de 150 ans. Sauf qu'au bout de 150 ans, on va avoir un gros problème de réchauffement climatique. Donc, en fait, il n'y a qu'une solution, c'est de dire, puisque maintenant on sait fabriquer des couches biodégradables, euh, les autres couches sont interdites. Euh, Fin de l'histoire. Euh, c'est en laissant soi-disant les citoyens décider et être libres de consommer, etc. Enfin, c'est d'une hypocrisie, mais absolue, quoi, absolue. Le système, moi, de mon point de vue, ne se réformera jamais par l'éducation et la sensibilisation à, etc. Parce que beaucoup de gens n'ont pas le choix, ne peuvent pas se poser la question, n'ont pas le temps, font leurs courses à 2000 à l'heure, avec des niveaux d'urgence qu'on n'imagine même pas, avec 19 € pour faire les courses pour une famille de 4 et vont prendre de toute façon les couches les moins chères, quoi qu'il arrive. Ouais, et puis, bravo aussi pour, le 5e, thème, proposé dans Le Loup en slip, hein, qui parle justement, de la consommation. Bon, même si ça reste, de la sensibilisation et de l'éducation finalement, parce que c'est quand même ce que tu fais, hein, sur ce sujet-là. Ouais, ouais, c'est complètement lié au premier. Et puis cette notion du travail, tu vas voir qu'elle ressurgit aussi dans le prochain, voilà, qui sort à Noël. Typiquement aujourd'hui, si on avait, un monde, sans publicité, ça serait, déjà, bien mieux pour tout le monde. Ça nous arrêterait de nous raconter des histoires dans l'autre sens et de nous monter des récits, de se dire que si on n'a pas ça ou si on n'a pas ça, on est exclu. Bah là, par exemple, tu vois, tu en parles, je sais pas si tu sais, mais le Sénat donc a rejeté l'amendement hier qui visait à interdire les publicités pour
les biens de consommation les plus énergivores, comme dans l'esprit de la loi Evin qui, il y a très longtemps, avait interdit la publicité pour l'alcool. Là, en fait, le Sénat a rejeté cet amendement, donc on va continuer à faire de la pub pour dire aux gens partez aux Seychelles pour 19 euros. Voilà. Donc typiquement, on va dans l'autre sens. Ouais, mais Pardon de ne pas être très très positif. Pardon de ne pas être très très boum! positif, mais Voilà et clairement le ben gouvernement, le ouais, gouvernement, non, là mais c'est pas c'est le sûr, il y a gouvernement, c'est des le Sénat, oui, mais le d'accord, Sénat ça a m'étonne pas. rejeté cet amendement hier. Mais c'est Voilà. terrible, c'est terrible. Bah, Mais c'est pas parce qu'il l'a rejeté là que, on va, continuer à ne rien faire. Il y a non, aussi non, quand même bien des sûr, et actes puis politiques. La ville de Grenoble, je crois que le maire, qui est très, très sensible à ces sujets aussi de consommation a interdit, lui, tout ce qui est, panneaux publicitaires, dans sa ville. ouais, ouais. Donc il y en a quand même qui commencent à le faire, Oui, 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 même oui, si, voilà. voilà, ça bouge. Mais on retombe sur ce truc initiative personnelle versus Ouais. réponse collective. Mmh. Le problème, c'est qu'à petit coup d'initiative populaire et personnelle, on va mettre 1000 ans à y arriver, quoi, et que il faudrait à un moment donné que ça passe à la vitesse au-dessus. Ouais, c'est ça. Bon, bah, on va faire Mm. une pièce de théâtre, dans Dans une école, ça sera déjà un bon début. voilà, le mot de la fin. Une fois, on avait fait un café, rencontre. En fait, il y avait un mouvement, dans la ville où j'habitais avant pour, s'inspirer du mouvement de Rob Hopkins, des villes en transition. Cette première réunion, c'était, décrivez un petit peu, votre ville rêvée pour demain, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ouais, c'était super bien de laisser un petit peu, tomber le réel et d'inventer des trucs complètement fous. Et moi, j'avais évoqué, la BD du loup en slip. Voilà. J'ai dit: «Il faut vraiment que vous lisiez ça, c'est super inspirant, ne serait-ce que le décor, de vivre dans une cité forêt, voilà, d'être au contact de la nature», et il y avait une instit, qui était là, une directrice, d'école maternelle, et c'était chouette parce qu'à la fin, elle était venue me voir, elle m'avait dit: «Ah, c'est quoi, la BD, Claire, dont tu m'as parlé?» «Ah bah, c'est Le Loup en slip». «Ah OK, c'est sup ah bah, je vais aller voir, je vais aller prendre ça, pour, heu, pour en parler, aux enfants». Voilà que petit à petit, la révolution, elle se fait comme ça aussi. Ouais, bah là, Mayana, elle était la semaine dernière dans une école primaire à Lyon où ils ont tous bossé, toutes les classes ont bossé sur le loup en slip et c'était totalement fou, hein. Elle a été avec, les maîtresses étaient en slip, enfin avec des énormes slips qu'ils ont fabriqués eux-mêmes. Ils avaient fait plein de pages de BD, ils avaient refait des morceaux en pièces de théâtre, des morceaux. Eux, là, ils Ah avaient bah, beaucoup génial! travaillé sur le tome 3 qui est Sleepy Pip, là, Oui, sur la course. le monde de la compétition. Le monde de la compétition, Très bien. etc. Donc ils avaient repris tout le rap de Ah Grumeau, oui, la oui, petite oui. mésange, Ça, les et enfants, toute ils la adorent. classe ils l'avaient mis en musique, etc. Donc en fait c'était vachement de boulot. Et ouais, ouais, bah nous on est toujours content quand ce genre de truc arrive, quoi. Ah Que bah oui, puis en plus, nos livres servent de mais support oui, à un un support bouillonnement. pédagogique. Ouais, 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 Ils vont s'en souvenir, les enfants, et ouais, puis les parents aussi, les maîtresses, voilà. Je trouve ça génial d'avoir cette espèce de force de frappe, en fait, à travers, ouais. des histoires, super sympas et pourtant sur des sujets très sérieux. Voilà, donc ça, c'est top. Ouais. Inutile de vous dire que je suis une fan inconditionnelle du loup en slip et des vieux fourneaux. Un grand merci à Wilfried Lupano pour cet échange, qui peut-être comme moi vous fera pas mal cogiter et vous donnera également envie de rendre visite à votre libraire de quartier. Et à toutes celles et ceux qui me disent qu'ils n'ont pas le temps de lire des BD, je les encourage à le prendre quand même ce temps. L'humour est un excellent remède à la morosité ambiante. Qui sait, peut-être retrouverons-nous ainsi de l'énergie et de l'inspiration. Car la BD, c'est aussi une façon de questionner notre quotidien et peut-être de le modifier pour notre bien-être à tous. Et maintenant, venez, on en discute sur mon compte Instagram, lebontempo.podcast ou sur Facebook, Le Bon Tempo.
et si le temps devenait notre allié. Si vous avez aimé cet épisode, la meilleure façon de me soutenir est de le faire circuler auprès de vos proches et de me mettre un commentaire suivi de 5 étoiles sur Apple Podcasts. Merci.